Bien, c'est parti, on y va. Alors, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que au fur et à mesure, chaque équipe, je vais leur demander un mot de vocabulaire, on va se garder dans l'ordre. Ok? Allez, on y va. Les premiers mots que vous nous avez mis pour définir tout ce qui est thermodynamique. On y va. Transformation réversible et irréversible. Oui, avant les transformations. Qu'est-ce qu'on peut rappeler? Qu'est-ce qui est important de définir? Comme en mécanique. Oui, le système, bien sûr. Pourquoi? Avant toute chose, il faut bien qu'on définisse qui est le système. Alors nous, en général, en thermo, le système, ça sera un fluide, soit un gaz, soit un liquide. D'accord? Bien, on va avoir différents types de systèmes à étudier. Qui veut me les rappeler? Isolé, fermé, ouvert. Un système isolé, un système fermé, un système ouvert. Il faut connaître la définition d'un système isolé. Qu'est-ce qu'est la définition d'un système isolé? Il n'y a aucun transfert d'énergie ni thermique ni matière. Aucun transfert d'énergie sous forme de travail et sous forme de transfert thermique. Ça va? Oui. Mais aussi, pas de transfert de matière. Ok? Bien. Système. Je vais dire n'importe quoi. Non, c'est ça. Système fermé. Aucun transfert de matière, mais transfert d'énergie. Excuse-moi? Aucun transfert de matière. Mais par contre, il y a un transfert d'énergie qui est possible. Ok? Sous forme de travail ou de transfert thermique. Système ouvert. Transfert de matière, ça c'est sûr. Avec ou sans énergie. Attention, il n'y a pas toujours transfert d'énergie. Et ça, ces définitions-là, je vous rappelle, dans les livres, sont et seront, ils mettent transfert de matière et d'énergie. L'énergie, c'est une option. Mais il y a transfert de matière. Ok? Bien. Ensuite, un système, il va subir une transformation. C'est-à-dire qu'il va passer d'un état A à un état B. Comment on fait pour définir l'état A? C'est l'état initial. Oui. Par quoi on va le définir? C'est pas un état stable A et un état stable B. Alors si ce sont des états d'équilibre, Voilà, d'accord? Premièrement, donc si ce sont des états d'équilibre, qu'est-ce qui est défini? Avec quelle grandeur on va pouvoir définir l'état A? Hein? Des grandeurs extensives et des grandeurs intensives. La température. Pression. Volume. Volume. Masse. Énergie. Nombre de moles. Etc. Hein? Non, après, etc. D'accord? Dedans, il y a ce qu'on appelle les variables d'état et les fonctions d'état. On va voir qui est variable, qui est fonction. Ok? Oui. L'état B, est-ce que j'ai besoin de réécrire ça? Donc du coup, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des grandeurs physiques. Ça, ce sont des grandeurs physiques. Et parmi ces grandeurs physiques, il y en a deux types. Il y a ce qu'on appelle les fonctions d'état. Et il y a ce qu'on appelle les variables d'état. Est-ce qu'il y en a qui connaissent la différence entre les deux? Les fonctions d'état font intervenir des variables d'état. Oui. Oui. Alors surtout la notion qu'il faut retenir, c'est qu'une fonction d'état ne va pas dépendre du chemin suivi lors d'une transformation, mais ne va dépendre que de l'état du système, du passage de l'état A à l'état B. D'accord? Dit d'une autre manière, une fonction d'état, je prends un exemple, la variation d'énergie interne de A à A, elle ne dépend pas du chemin suivi. L'énergie interne ne dépend pas du chemin suivi. Donc de A à A, elle vaut 0. Un transfert thermique de A à A, il ne vaut pas 0. Un transfert thermique, il peut être égal à 0, mais il peut ne pas être égal à 0. Le transfert thermique, c'est pareil. Alors attention, là ici on parle de variables d'état. On va essayer de remettre les choses dans l'ordre. Ces variables d'état, ce sont des grandeurs physiques qui sont définies pour un état d'équilibre. Ça, c'est important.
une fonction d'état aussi va être définie pour un état d'équilibre. Ok? Ça veut dire qu'elles sont définies en A, elles sont définies en B. Est-ce qu'on peut définir un travail et un transfert thermique en A et en B? Non. Non. On ne peut définir un travail et un transfert thermique que pour une transformation subie de A à B. C'est-à-dire qu'à aucun moment, vous aurez en A le transfert thermique et le travail qui sont définis. Vous savez pourquoi tu es retourné? Non, tourne ta chaise. Non, ta chaise, tourne là. Non, mais vraiment. Voilà. C'est sûr, vous avez un sens torticolis. J'insiste dessus, c'est une phrase hyper importante. Vous avez des variables d'état qui définissent le système, la température, la pression, le volume, la masse, le nombre de moles, l'énergie. Ok. Ces variables d'état sont définies pour un état d'équilibre. A, pour un état d'équilibre B, etc. Mais pour passer d'un état à un autre état, c'est-à-dire ce qu'on appelle une transformation, au cours d'une transformation, on a des grandeurs qui vont du coup évoluer, ce qu'on appelle ces variables d'état, mais vous avez aussi à avoir un transfert thermique qui va être associé à cette transformation-là, le fait de passer de A à B. Et vous allez aussi avoir un travail associé. Peut-être qu'ils seront nuls, mais vous allez avoir un travail et un transfert thermique pour le fait de passer de l'état A à l'état B. Est-ce que c'est clair? Il y en a qui sont définis pour l'état, et il y en a qui sont définis pour passer d'un état à un autre, c'est-à-dire pour la transformation. Et ça, c'est déjà hyper important. Ok? La conséquence directe, c'est que on va trouver un petit du, on va trouver un petit dh pour l'enthalpie, on va trouver un delta W, on va trouver un delta Q. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire ici que pour une transformation passant de A à B, on va avoir une variation d'énergie, on va avoir une variation d'enthalpie, peut-être, ok? Et que ces grandeurs-là, elles, vont ne pas dépendre du chemin suivi, elles vont ne dépendre que de l'état initial et de l'état final, elles ne dépendent que de A et que de B. Dit de notre manière, un exemple, ici, une grandeur. On va symboliser l'état A par le lieu ici, le lycée de Villarroy. L'état B par l'IUT d'Orsay. La distance à vol d'oiseau d'ici, le lycée de Villarroy, à l'IUT d'Orsay, quel que soit le chemin que vous allez prendre, la distance à vol d'oiseau, elle ne dépendra que de l'état initial et que de l'état final. Vous êtes d'accord? Ça sera un des droits. Ok? Ce sont des fonctions d'état. A l'inverse, la consommation d'essence consommée pour passer du trajet du lieu A au lieu B, c'est-à-dire du trajet de A à B, va dépendre si vous passez par Paris, si vous passez par Marseille, ou si vous prenez tel chemin ou tel chemin. Cette grandeur-là n'est pas une fonction d'état et va être, on va lui assigner un travail élémentaire, un petit d qui signifie dépend du chemin suivi. Donc ça, grosso modo, ça veut dire dépend du chemin suivi. Comment? Et ça veut dire c'est une fonction d'état et ça dépend que de l'état initial et de l'état final. Est-ce que c'est plus clair ça déjà? Ça c'est hyper important. Vous avez des grandeurs qui définissent un état. Pour passer d'un état à un autre, il y a des grandeurs qui varient. D'accord? Il y en a qu'on appelle fonctions d'état qui vont varier qu'en fonction de l'état initial et l'état final. Et il y en a qui vont varier en fonction du chemin suivi. C'est clair? Ça c'est important. N'hésitez pas à me poser, à regarder la vidéo pour la semaine prochaine. Bien. Premièrement, donc système, transformation. Alors il y en a plein des transformations. Qu'est-ce qu'il y a comme type de transformation? Qui peut donner des exemples de transformation? On y va. Transformation adiabatique, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Q égale 0, pas de transfert thermique au cours de la transformation. Ok? Transformation isochore. Isochore, ça veut dire que le volume ne change pas. Le volume est le même. Si le volume dV est égal à 0, c'est-à-dire que le volume en A
et le volume en B sont les mêmes, cette variation de volume est nulle. Si cette variation de volume est nulle, je vous rappelle au passage que le travail, qui peut me rappeler la définition du travail? L'intégrale de moins P extérieur dV. D'accord? Et donc si dV est égal à 0, alors pour une transformation isochore, le travail sera nul. Ok? On y reviendra tout à l'heure. Donc transformation isochore, volume constant. Transformation isobare, pression constante. Ok? Alors après il y a les notions de transformation monobare, monotherme, monocore, on peut le dire aussi. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que ça varie, mais que l'état A et l'état B sont quand même. Alors, état A', état B'. D'accord? En fait, ce qui se cache derrière la notion de transformation isochore, isobare, isotherme, c'est la notion de transformation esthétique. Ce sont des transformations esthétiques. Donc, à chaque moment de la transformation, on a des états d'équilibre qui sont définis. Ça veut dire qu'à chaque état d'équilibre, la pression, la température, le nombre de moles, pas le nombre de moles, mais la densité le nombre de particules par unité de volume, la concentration, la concentration, les grandeurs intensives, pression, température, concentration, seront les mêmes en tout point. Ce qui définit des suites d'états d'équilibre. C'est clair ou pas? Transformation esthétique, c'est une transformation par laquelle on passe par une suite d'états d'équilibre. En chaque point, on peut définir la pression, la température, la concentration, les grandeurs intensives. Ok? Pour une transformation monobare, monotherme, monocore, on voit rarement, voire même jamais. Qu'est-ce qui se passe? En fait, on a une transformation de A à B, mais par contre, ici, c'est une transformation qui est non esthétique, brutale. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie le fait qu'elle soit brutale. Et bien alors, on va avoir ici, en fait, le système, le gaz, ne passera pas par des suites d'état d'équilibre. L'état d'équilibre passera de A à B. Il n'y aura pas d'état d'équilibre au milieu, entre A et B. Du coup, si il n'y a pas d'équilibre, la pression, la température, la concentration ne seront pas définies, ne seront pas forcément à l'équilibre. D'accord? Et donc du coup, en tout cas, ce qui est sûr, c'est pour une transformation monobare, la pression au début et à la fin, c'est la même. Monotherme, la température au début et à la fin, c'est la même. Mais entre les deux, ça peut varier. C'est clair, il peut même y avoir des inhomogénéités. Ok? Voilà, oui. Je ne sais pas ce qui se passerait entre deux petits états de l'exemple à gauche. Ça là, cette transformation-là. Est-ce que c'est pas ce qui se passerait entre deux états de traits là? Ouais. À chaque fois. Après, tu peux faire une intégrale dessus parce que de toute manière, tu connais l'état A, l'état B. Donc, l'état C, tu peux déterminer le travail, la transfert thermique là-dessus. Parce que tu peux déterminer tes grandeurs qui ont évolué parce que, en fait, tes grandeurs intensives vont être définies pour ce point-là, mais aussi pour ce point-là. Donc, comme tes grandeurs, tes variables d'état sont définies, tu peux en déduire ce qui a évolué. D'accord? Alors qu'ici, comme tu n'as pas d'état d'équilibre entre les deux, tu ne peux pas déterminer ce qui a varié puisque tes variables d'état ne sont même pas définies. Elles sont définies qu'au point A et qu'au point B. Ok? Ça va pour l'instant? Il y a beaucoup de choses qui sont dites depuis le début, hein. C'est hyper important. Hein. Bien. Ensuite, les noms de transformation, on les a passés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, moi ce que je vous propose c'est de remettre un peu d'ordre, je vais effacer, d'accord? Et on va passer... Ah si, on n'a pas défini, qui peut me rappeler ce qu'est une grandeur intensive et une grandeur extensive? On n'en a pas trop parlé, alors pourtant j'en ai parlé. Alors, grandeur intensive, grandeur extensive. C'est la masse, le volume, la quantité. Alors, grandeur extensive. Alors déjà, on va commencer par les extensives. Elles dépendent de la quantité de matière. D'accord? Elles dépendent de la quantité de matière. Donc, exemple, le nombre de moles, forcément. Hein? Oui? Non, la masse, Volume. volume,
Énergie. Youssef, que tu aies 1 litre de cette atmosphère qui est dans la salle, ou 20 litres, la température sera la même. C'est clair? Donc ça sera une grandeur intensive. Donc, température, pression, concentration, masse molaire. C'est clair? Que vous ayez 1 mol, 10 mol, 100 mol, 1 million de mol, elle gardera la même valeur. Oui? Pourquoi? Parce que je rappelle que la température, elle est définie par rapport à la vitesse des molécules. La vitesse des molécules, que vous ayez 1 ou 100 000 molécules, c'est la même. La pression, elle est définie par rapport à la vitesse quadratique au carré des molécules. Que vous ayez 1 ou 100 000 molécules, ça sera la même vitesse quadratique moyenne. C'est clair? Bien. Concentration, c'est pareil. Ok. Ensuite, on va passer au gaz parfait. Gaz parfait important. Pourquoi important? Le gaz parfait, premièrement, il y a un mot qui est hyper important pour définir le gaz parfait, c'est le mot modèle. C'est un modèle. Les gaz ont un comportement, on va définir leur comportement par rapport à un modèle qui vaudra ce qu'il vaut. Et ce modèle, il y aura une certaine pression pour laquelle ce modèle ne sera plus valable. C'est clair? Et à ce moment-là, on utilisera le modèle du gaz réel. Et le modèle du déjà le modèle du gaz parfait, vous connaissez l'équation d'état qui relie les différentes variables d'état. Vas-y, donne-la moi. PV est égal à nRT. Pour le gaz réel, c'est l'équation de Van der Waals qui est de mémoire P moins A carré sur V, je crois, un truc dans le volume molaire, et volume molaire moins B, c'est pas un truc comme ça? Non, égal nRT. Alors, vu que je crois que c'est un truc dans le genre, faut vérifier, mais de mémoire c'est ça. C'est ça? J'ai un trou là, en plus je ne la connais pas par cœur, tu vois? Je vous la donne ou je vous la donne pas? Bon, vous la vérifierez. Au pire, vous tapez équation de Van der Waals. Mais qu'est-ce qu'on voit? Ces deux grandeurs là, elles vont avoir un sens physique. Lesquelles? On ne peut pas juste vérifier avant de parler de ça quand même. On va parler d'un truc. On met sur le net, on va vérifier quand même que c'est bon. Chapitre 4, c'est où? Qui l'a? Moi je viens, chapitre 4. Ah, on l'a pas mis? On l'a pas mis, on l'a pas mis. Ok, je vais vite. Ah là, je peux pas vérifier avec mon téléphone. Non, c'est un plus. C'est un plus? Merci. Ouais, mais je l'ai remis au molaire. Alors, merci, Youssef. Ah voilà, c'est ça la classe. D'accord? Alors, il y a un souci, c'est juste où? C'est pas à carré, c'est un plus ici. Et le. Et c'est ça. Ok? Confirme. Bien, alors on va essayer de lui donner un sens physique. Pour comprendre déjà ce qu'est l'énergie interne, il faut s'intéresser au gaz parfait. C'est pour ça qu'on fait ça. Et après, on va se réintéresser à l'énergie interne. Avant toute chose, quelles sont les hypothèses du gaz parfait? Ça, il faut les connaître. Il faudra les connaître. Vous ne les avez pas connues pour certains pour le contrôle, il faudra les connaître pour la prochaine fois. Hypothèse. Absence d'interaction à distance. Absence d'interaction. Pourquoi il y a absence d'interaction à distance? Parce que on considère les molécules comme très petites, ponctuelles. C'est des points. Donc si elles sont toutes petites, ça veut dire qu'elles sont infiniment petites, infiniment loin les unes des autres. Et donc, du coup, on néglige les interactions entre elles. La preuve, quand on fera le premier principe, non, pardon, quand on définira l'énergie interne, qui est la somme de l'énergie cinétique microscopique, plus l'énergie potentielle microscopique, pour le gaz parfait, qu'est-ce qui va se passer? U est égal à EC, simplement, l'énergie interne sera assimilée à l'énergie cinétique des molécules, parce que ce terme-là, il sera considéré comme nul, l'interaction entre les différentes molécules. On y reviendra.
Donc premièrement, les molécules sont ponctuelles. Deuxièmement, les interactions entre elles sont négligées. Vous êtes d'accord? Ceci n'est pas vrai. Donc comme ceci n'est pas vrai, il y a bien une interaction entre les molécules. D'accord? Et bien ce terme-là, c'est ce qu'on appelle le terme qui va faire en sorte qu'il y ait une interaction entre les molécules. Il y a une certaine interaction. Ce terme, c'est ce qu'on appelle le covolume. Ça vient du fait que les molécules ne sont pas ponctuelles. Elles ont un certain volume. D'accord? Cette loi, on ne l'utilisera pas, nous, mais il faut juste comprendre d'où ça vient. Et pourquoi la comprendre? Parce que derrière, on comprend que c'est un modèle. Et que ce modèle, quel que soit le modèle qu'on utilise, il va avoir une limite, surtout celui-là, à partir des pressions qui vont être, lorsque les pressions vont être trop grandes, ce terme-là sera plus valable, il faudra utiliser cette équation-là. Ok? Bien. Les hypothèses du gaz parfait, il faut les connaître. Alors, du coup, on s'est intéressé à la température et à la pression. On a remarqué qu'avec les théorèmes de l'équipartition, la température est directement liée à la vitesse quadratique des molécules. Ok? 1 demi mv carré est égal à 3000 kVt. Ok? La pression est liée aussi à la vitesse des molécules. La pression représente la force des différentes molécules qui viennent taper sur la paroi. D'accord? Ok? Alors que la température représente la vibration des molécules ou des atomes. Bien, je pense qu'il n'y a que ça à retenir de ce chapitre-là, et c'est déjà énorme. On passe donc au chapitre qui était après, c'est-à-dire le premier principe. Alors, le premier principe, le mot que vous devez avoir en tête, ce que vous devez avoir en tête, c'est que déjà, premier principe, ça veut dire quoi, Charles? Qu'est-ce que le premier principe? C'est un... Ouais, soyez concentrés. C'est un... C'est un... On a fait un truc similaire en terminale. L'énergie cinétique, l'énergie mécanique, l'énergie potentielle. C'est un bilan d'énergie. Et ça, beaucoup d'élèves l'oublient. Le premier principe, c'est un bilan énergétique. D'accord? L'énergie totale d'un système, d'un fluide, va être définie comme l'énergie cinétique macroscopique, l'énergie potentielle macroscopique, plus l'énergie cinétique microscopique, plus l'énergie potentielle microscopique. Bon, nous, on ne va pas travailler sur le système ouvert cette année, on va travailler sur le système fermé. D'accord? Et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ce terme-là, alors, ce terme-là, il ne sera pas nul. Par contre, la variation d'énergie totale va être égale à la variation de chacune de ces énergies. Et vu que c'est un système fermé, grosso modo, le système par rapport au référentiel terrestre, il ne va pas bouger, donc son énergie cinétique, elle sera nulle. Et elle ne variera pas. L'énergie potentielle étant définie de constante près, même si elle a une certaine altitude, son altitude ne va pas varier. Donc delta EP c'est mgz, z ne varie pas. C'est nul. Et donc on va voir ça, et ça qu'est-ce que c'est? Ça c'est la variation d'énergie interne, où en fait ce terme-là, c'est ce qu'on appelle l'énergie interne d'un fluide. C'est la somme de l'énergie cinétique microscopique, l'énergie potentielle microscopique. Les molécules bougent, les molécules s'interagissent entre elles. En utilisant le modèle du gaz parfait, quelle était l'hypothèse du gaz parfait? Les molécules n'interagissent pas. Ça voudra dire que l'énergie interne sera assimilée seulement à l'énergie cinétique microscopique, donc uniquement liée à la vitesse des molécules. Conséquence directe, première loi de Joule, c'est que vu qu'elle est directement liée à la vitesse quadratique des molécules, de quoi dépend la vitesse des molécules? La vitesse des molécules, ça dépend de quoi? La température. Très bien. Du coup, l'énergie interne ne dépendra que de la température. L'énergie interne ne dépendra que de la température. Ok? D'ailleurs, la formule, c'est 3,5 de MRT. Pour un gaz parfait, monoatomique. Pour les gaz parfaits polyatomiques, ça va être plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne font pas que vibrer. Ils vont aussi pouvoir tourner sur eux-mêmes. Ils vont avoir d'autres degrés de liberté.
ils vont pouvoir tourner sur eux-mêmes, ils vont pouvoir... Et donc du coup, du fait qu'il y ait différents degrés de liberté, en fait, ça ne va pas être 3 demi ici, ça va être 5 demi de NRT. Ok? Bon, il faut juste savoir que c'est ça qui change parce qu'il y a un degré. En fait, elle peut avoir de l'énergie, pas qu'en vibrant, aussi en tournant sur elle-même. Et puis voilà. Grosso modo, c'est ça. Ok? On s'arrête là. Bien. Le modèle du gaz parfait est un modèle pour un gaz réel. L'énergie interne ne dépendra pas que de la température. Ok? Bien. Une question? Non. Bien. Bon, on a déjà dit pas mal de choses. Donc au final, le premier principe, qu'est-ce que c'est? C'est la variation d'énergie totale, au final, qui correspond à la variation d'énergie interne, va être égale à quoi? Aux travaux des forces plus les transferts thermiques. Dit d'une autre manière, de A à B, donc tout à l'heure on avait un état A, on avait un état B. Pour passer de l'état A à l'état B, on a des grandeurs qui vont varier. L'énergie interne, transfert thermique, les travaux des forces. Et donc la variation de l'énergie interne, c'est égal à la somme du travail des forces et des transferts thermiques. Ok? Alors, travail, quelle est son expression? La définition même d'un travail. C'est la force par une distance, non? C'est intégrale de moins P extérieur dV. Ok? Bon, les transferts thermiques, on les déduira de l'énergie interne d'ailleurs et des travaux des forces. On va souvent faire ça en thermo. On va déduire les transferts thermiques à partir de l'énergie interne en connaissant les variations d'énergie interne. Pourquoi? Parce que l'énergie interne, vu qu'elle dépend que de la température, en mesurant une variation de température entre A et B, on aura la variation d'énergie interne. Et le travail, bah en fait, en connaissant la variation du volume, grosso modo, on connaîtra le travail. Et donc, du coup, on aura Q. Ok? On fera ça en TP. Alors, quelques rappels sur W. C'est la définition même. Après, vous avez une spécificité pour les transformations quasi-statiques. Qu'est-ce qui se passe? Comme à chaque instant, la pression étant définie et la température, vous avez donc la pression extérieure qui est égale à la pression du gaz ou du fluide. Et comme la pression extérieure est égale à la pression du fluide, on va pouvoir identifier PE à P. Vous allez me dire, ouais, super, ça change rien. Ah si, ce que ça change, c'est qu'ici, c'est la pression du fluide. Et pourquoi c'est bien ça? Parce qu'on va toujours, nous, en exercice, se placer dans le modèle du gaz parfait. Et nous, on sait que la pression pour un gaz parfait, qu'est-ce qu'elle vaut? PV est égal à... Pour un gaz parfait, PV est égal à... PV est égal à NRT, donc dit d'une autre manière, la pression, ça sera égal à NRT sur V. Et donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire indirectement ici? On est en train de faire le calcul du travail pour une transformation quasi bien. Et ça, vous l'aurez la semaine prochaine en interro, je vous le dis. D'accord? Au final, ben on en est là. On reprend notre travail, la définition du travail. Comme c'est le cas statique, PE est égal à P. P, ben c'est la pression du fluide, donc on peut associer P à NRT sur V. Alors on y va. W, c'est égal à l'intégrale d'NRT sur V, dV. Ici, quelle est la question qu'il faut se poser, Sophie? C'est quelles sont les variables? Qu'est-ce qui va changer? Bon, si c'est un système fermé, est-ce que ça échange de la matière? Non, on est d'accord. Système fermé, ça n'échange pas de matière avec l'extérieur. Donc le nombre de moles, il est constant. Vous êtes d'accord? Oui, on le sort de l'intégrale. R, c'est une constante. Il suffit de dire qu'ici, la transformation quasi-statique, on va dire qu'elle est isotherme. Si elle est isotherme, ça veut dire que la température, elle est constante. On sort de l'intégrale de la température. Ok. Et on se retrouve à avoir l'intégrale de dV sur V. Dit d'une autre manière, c'est l'intégrale de 1 sur x. Quelle est l'intégrale d'1 sur x? La primitive d'1 sur x. Hein? Primitive d'1 sur x, c'est ln de x. Et donc ici, on se retrouve à avoir moins nRT
ln de V entre B et A. Dit d'une autre manière, moins nRT, ln de VB moins VA, moins ln de VA, pardon. Et ça, on peut transformer ça en disant que c'est moins nRT, ln de VB divisé par VA. Voilà, j'arrive pas à écrire ça. Ça, il faut savoir le faire. Ok? Bien. Donc là, on va arrêter de filmer. Ce qu'on va faire aussi, c'est que maintenant, vous allez reprendre le début du TD. On va voir ce qui vous pose souci pour bien solidifier, mettre du ciment. Et voilà. Pendant qu'il y en a qui vont avancer, je vais reprendre avec certaines choses. C'est clair? Bon, j'espère que ça vous servira. N'hésitez pas à revoir cette vidéo. D'accord?